Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Renaud Éluin et Anne Faubry qui vont nous parler de référentiels et de à quoi ils servent et comment ils évoluent. Pour commencer du coup par un petit tour de table. Anne, si tu veux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne Faubry. Je suis UX designer indépendante chez Entrela et à côté, je travaille aussi à temps partiel dans l'association Designer Éthique où je suis formatrice à l'éco-conception, entre autres. Et après avoir contribué à différents référentiels comme l'AFNOR-SPEC ou les Web Sustainability Guidelines, j'ai également contribué depuis quelques temps en tant que copilote du consortium RGESN dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Renaud Éluin, je travaille à Rhapsody Conseil, je suis consultant conception responsable, donc éco-conception et accessibilité. Dans mon autre vie associative, je suis président de l'association Green IT, à laquelle je participe à la création d'outils et de référentiels, notamment Airweb, les 115 bonnes pratiques, et le référentiel de bonnes pratiques RWP pour WordPress spécifiquement. Et de mon côté, donc, je suis aussi consultant à Zenica, c'est moi qui m'occupe de ce qu'on vend en termes de Green IT dans l'entreprise. Je suis co-auteur d'un livre sur le sujet et j'ai participé à divers outils et référentiels également, dont Airweb, dont aussi RayPro qu'on a conçu avec un client de Zenica. Et je suis aussi membre de l'association Green IT et Boavista. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est on parle de référentiel. C'est quoi ces histoires de référentiel? Donc le principe, c'est une idée qui date déjà de 2011. L'idée, c'est que si on veut réduire l'impact des services numériques, les impacts environnementaux, il y a des actions clés qui sont faire durer les appareils et consommer moins de ressources pour limiter les besoins d'infrastructure et ne pas pousser à l'obsolescence les appareils, serveurs et surtout côté client. Et ce qu'on fait un certain nombre de personnes, c'est de dire, OK, quelles sont les pratiques que j'ai déjà dans mon métier, potentiellement en tant que développeur, architecte, designer, product owner, etc., qui vont dans le sens de ces actions clés, consommer moins de ressources, faire durer les appareils, et qui sont déjà des bonnes pratiques de mon métier. Et donc, il y a des documents qui ont été créés, le premier étant les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web en 2011, avec une liste de choses qui vont dans le bon sens. Et comme c'est pas si compliqué à faire de lister les bonnes pratiques. Il y a pas mal de documents qui existent, qui ont été faits par plein d'acteurs, et les plus connus et les plus utilisés sont effectivement le plus ancien dont je viens de parler, et le RGESN qui a été commandé par le législateur français, qui est donc devenu très rapidement une référence, et dont on va parler pas mal aujourd'hui. Comment utiliser ces documents? Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de dire, prenons un document générique, donc par exemple l'AFNOR-SPEC, comme mentionné Anne, ou celui que je conseille, c'est le RGESN, qui est un standard du coup, puisqu'il a été commandé par l'État. On peut le compléter, ce standard, par un référentiel qui est spécifique à un type d'implémentation. Par exemple, Airweb, les 115 bonnes pratiques pour le web. Il y a aussi AirMob pour les applications mobiles. Il y a aussi la spec AFNOR pour l'IA, sur l'IA Frugal. Donc, un générique plus un spécifique qu'on peut aussi compléter avec des idées qui viennent de vos propres cerveaux, vous de vos équipes, vous de vos pratiques, pour, dans votre contexte, vous savez que telle ou telle chose, ça va aller dans le bon sens et que vous pourrez l'appliquer et avoir une réduction des impacts qui soit importante. Donc c'est comme ça que je conseille l'utilisation de ces référentiels, et avec la priorisation et l'affectation par rôle, les choses qu'il faut garder quand on est architecte ou quand on est product owner par exemple, ça fait plus 115 plus 78 critères, mais ça en fait 15, 20, et avec la priorisation on n'est plus qu'à 5, et du coup avec les choses qui sont déjà en place, ça devient tout de suite plus digeste. Est-ce que Anne, tu veux nous parler un peu plus du RGESN avec l'expérience que tu en as dans ton utilisation, dans ta vie professionnelle, etc. Oui, avec plaisir. Donc le RGESN, il est sorti officiellement en 2024, même si on avait déjà commencé à travailler sur la version initiale proposée par la direction interministérielle du numérique une ou deux années auparavant. Et donc, effectivement, il a quand même un nombre de critères un petit peu conséquent, 78 à l'heure actuelle, ce qui peut être assez intimidant en formation. C'est vrai que la plongée dans le référentiel
et pas toujours facile pour des personnes qui le découvrent, comme pour beaucoup de référentiels d'État, pour plusieurs raisons. Le vocabulaire est assez générique, du fait que c'est agnostique de toute solution technique, et aussi parce que c'est pas un guide de bonne pratique. C'est un guide pour évaluer une démarche d'éco-conception, enfin un outil pour évaluer une démarche d'éco-conception. Et donc, on va pas forcément expliquer comment faire pour se mettre en conformité, entre guillemets. Donc, ce que je recommande, c'est effectivement, dans un premier temps, d'enlever tout ce qui est non applicable à son contexte, parce que déjà, ça va permettre d'écrémer un petit peu ces 78 critères. Ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est de se poser 2 heures, par exemple, avec son équipe produit, donc au moins une personne représentante de chaque métier, qui vont pouvoir ensemble balayer les critères, parce que même s'il y a des thématiques qui correspondent à peu près à des métiers comme l'UX UI, le contenu, le front-end, l'hébergement, finalement, on va aussi trouver des critères qui vont être vraiment à l'intersection de plusieurs métiers. Par exemple, sur l'optimisation des polices, qui va se retrouver en UX UI, mais c'est vrai que les UX UI ne sont pas forcément familiers avec la façon de gérer les polices, donc ils vont avoir besoin des explications, des développements. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont mises en front-end, mais qui dépendent directement de la conception côté design, pour ne donner qu'un exemple. Donc c'est important d'échanger en équipe, et c'est souvent un moment très enrichissant pour tout le monde, parce qu'on apprend les uns les autres sur les différents métiers, et on monte énormément en compétences sur l'éco-conception. Donc en 2 heures, on a le temps de balayer un petit peu tous les critères, au moins de se les attribuer en fonction s'il y en a qui sont vraiment propres à une seule personne dans l'équipe. Et après, ce que je recommande, c'est de se séparer pour que chacun planche un petit peu sur ces critères. Il y en a probablement que vous êtes déjà en conformité. En général, les produits sont quand même au moins à 30% avec des critères validés du RGESN, pardon, parce que c'est des choses de qualité web, par exemple, qu'on fait spontanément, comme définir ses profils d'usagers, pour ne citer que ça. Mais il y en a d'autres qui vont nécessiter du travail, soit pour valider le critère, soit pour le justifier. Et donc là, il y aura un travail aussi de collecte au sein de l'organisation pour venir trouver les preuves qu'on va publier de manière publique ou non, mais en tout cas pour enrichir ensuite cette déclaration d'éco-conception et justifier son taux de conformité à la fin, qu'on pourra éventuellement publier sur une page éco-conception sur le site. Donc voilà un petit peu la démarche que nous, on suggère. Donc d'avancer de manière itérative, se retrouver, une fois qu'on a tout complété, de nouveau avec toute l'équipe pour partager ses trouvailles, ses points de blocage, et ensuite avancer progressivement vers la rédaction de la déclaration ou la validation de certains critères qui ne sont pas encore validés, avec une recommandation qui n'est pas forcément portée par l'Arcep, parce que, qui est plutôt la partie évolution dans le temps. À l'heure actuelle, il y avait, c'est un peu une première pour tout le monde, le fait de s'auditer avec ce RGESN. L'idée, c'est peut-être de le faire au moins une fois par an, et donc d'une année à l'autre, de se dire, bah là, j'ai atteint tel pourcentage, l'an prochain, on vise tel autre pourcentage, et de montrer aussi l'évolution, la progression dans le temps par rapport à la conformité croissante du nombre de critères. Et toi, tu as pu mettre en place ça dans tes équipes, dans tes missions avec des clients? Oui, avec différents projets de services publics notamment. Soit on met en place les bonnes pratiques qui découlent finalement de ces critères. Ça, c'est de manière systématique dans tous mes projets. La partie auto-évaluation de l'audit ou audit externe, ça va être plutôt sur des gros projets, par exemple la refonte du site de Rennes Métropole, dont l'audit a été réalisé par Temesis. Ce qui permet d'avoir un regard plus objectif extérieur sur la conformité, et en même temps, ce qui implique un petit peu moins parfois l'équipe dans le remplissage de la grille, ce qui fait partie de la montée en compétences en éco-conception. Donc c'est vrai que c'est un retour d'expérience qu'on a eu sur ce projet, c'est de trouver un juste équilibre entre le fait d'impliquer l'équipe dans le remplissage de cette grille, pour qu'elle comprenne, qu'elle monte en compétences, qu'elle échange entre métiers, et en même temps avoir un auditeur externe pour avoir un résultat qui soit plus objectif et du coup de plus grande confiance pour des personnes externes. D'autres retours d'expérience, ça va être sur le projet Dialogue, sur lequel travaille principalement Aurélie Baton, avec qui je travaille au sein de Designer Éthique et d'Entrela, où là, c'est un outil pour les agents publics, notamment dans les collectivités qui sont chargées de la rédaction des décrets de circulation. Et donc c'est intéressant parce que c'est une déclaration qui parle d'un outil SaaS, ce qui est assez rare, parce que la plupart des déclarations que recense Laurent Devernay
vont plutôt concerner des sites vitrines. Donc c'est assez intéressant d'avoir un retour sur un outil métier qui va par conséquent évoluer beaucoup dans le temps et va présenter d'autres problématiques. Il y aura sûrement moins d'images ou de choses comme ça, mais pas mal d'enjeux sur, le code, les requêtes et cetera. Et donc c'était assez intéressant là d'impliquer toute l'équipe, sur ce projet, avec cette idée d'atelier itératif tous les 6 mois, tous les ans pour, s'auto-évaluer. La première fois, ça prend plus de temps et puis plus on se familiarise avec le référentiel et plus ça va vite, fort heureusement aussi. Et effectivement, comme tu le disais Raphaël, une façon de s'immerger, tout à fait pertinente, dans un premier temps, c'est de regarder que les critères prioritaires au début, si on a un petit peu peur, de la quantité de critères. Beaucoup d'organisations vont avoir tendance à remanier l'Excel aussi, qui peut être un petit peu austère, de base pour, être plus proche de ses propres process, de ses services, de ses salariés, les attribuer à certaines personnes, mettre des notes, rajouter des statuts aux critères, autres que simplement en cours, mais avec des choses un petit peu plus précises pour, pour avoir une meilleure prise en main de ce référentiel. Et dans tes expériences, qu'est-ce qui a le mieux marché sur la façon d'inclure les critères dans la vie des projets, des équipes, pour que ça soit fait automatiquement ou validé pour ce qui est ponctuel? Est-ce que tu as des retours là-dessus? Il y a beaucoup d'organisations qui vont avoir tendance à créer leur propre checklist, notamment dans les grandes organisations, par métier, pour que les gens, sans avoir à bouleverser tout leur process, puissent au fur et à mesure, notamment lors des mises en production régulières, vérifier qu'ils sont bien, en conformité, qu'il n'y aura pas de régression d'un point de vue de l'éco-conception. Donc ça, c'est une pratique qu'on observe, assez souvent, quand une organisation n'a pas forcément les moyens de former, tout le monde, au RGESN. Oui, tu as des points de contrôle dans les projets, type cette checklist, c'est quoi les définitions de prêt, définitions de terminé, les checklists pour les code review, les UX review, peer review, ce genre de choses? Tout à fait, et c'est vrai qu'un autre, Heu, facteur qui est très important pour la mise en place, c'est aussi le référent éco-conception qui valide un des critères, du RGESN, et c'est vrai que d'avoir un référent vers lequel se tourner qui peut accompagner l'équipe, servir de coach, adapter, le référentiel, faire un premier pré-filtrage, voire même, pourquoi pas faire une sorte de traduction des critères en rajoutant une colonne et en venant expliciter un critère pour tel ou tel contexte. Par exemple, ce qui peut poser souvent de problèmes dans des référentiels, d'État, c'est les notions, de type, médias non temporels, ce genre de choses qui vont pas forcément parler, à tout le monde, qui peut signifier, par exemple, une carte. Et donc ce genre de choses, services tiers pour parler d'un plugin, YouTube, vont venir traduire un petit peu, ce vocabulaire qui a vocation à être durable dans le temps, francophone et agnostique de toute technologie, venir le traduire dans le contexte précis, de l'outil, des professionnels de l'entreprise. C'est assez, efficace pour, qu'il y ait moins d'efforts, cognitifs, moins de découragement pour, des personnes qui, débutent avec ce référentiel. Et c'est vrai que, comme premier pas aussi, dans le référentiel, je vois beaucoup de personnes qui, commencent des démarches d'éco-conception par là, ce qui est pas forcément très simple. Donc je leur recommande peut-être de passer d'abord par des outils, un petit peu plus pédagogiques. Ça peut être, le guide d'éco-conception de services numériques qu'on a fait, chez Designer Ethic, qui a une vocation très, illustrative, pédagogique, notamment pour des métiers fonctionnels qui sont pas très, techniques. Mais évidemment, les 5 S bonnes pratiques, de Green IT vont être, beaucoup plus, binaires et explicites pour tout ce qui va être web que le RGESN. Et donc aller chercher des ressources propres à son métier pour commencer dans l'éco-conception avant, de se plonger dans le RGESN, vont permettre de, mieux comprendre par la suite les critères. Et donc il y a pas mal d'outils pédagogiques qui, permettent une meilleure, prise en main, pour une montée en compétences un petit peu plus, progressive. Ce que je ce que j'exprimais quand je disais, en fait, le côté générique, il est agréable pour, enfin, quand on se situe à un niveau qui est, au niveau d'organisation, au niveau mais quand on est au niveau de l'opérationnel, effectivement, avoir un complément avec un autre document qui donne des choses plus explicites pour un type d'implémentation, ça permet d'entrer dans l'action plus facilement. Et quelque chose que j'aime bien préciser aussi, c'est que, comme tu dis, il y a des gens qui adaptent l'Excel, il y a des gens et en fait, il n'y a pas d'interdiction d'adapter le contenu, d'enlever des choses pour lesquelles on n'est pas concerné, de changer les priorités parce qu'on sait que dans telle ou telle partie de l'application du SI, bah ça c'est en fait par rapport à la priorité qui a été mise dans le RGSN, on sait que nous c'est plus costaud ou moins costaud, donc d'adapter les petites choses.
Le but, c'est de réduire les impacts et pas de suivre à la lettre une grille. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a des audits qui sont faits par des gens comme Anne qui permettent de valider la démarche, mais il n'y a pas une obligation légale d'être absolument dans une grille très précise. L'ARCEP d'ailleurs le présente elle-même comme ça, c'est un outil qui permet d'améliorer les choses et d'avoir un vocabulaire commun et de partager une démarche. Alors, une démarche pratique, c'est pas forcément toujours selon le critère toujours clair, est-ce que c'est plutôt de la démarche, plutôt de la pratique, euh, mais voilà, du coup, c'est des outils qui permettent de faire avancer les choses dans le sens de réduire les impacts. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, pour rebondir aussi, il y a tout cet enjeu de savoir à quel périmètre on applique le RGESN, notamment quand on a un très gros produit avec des feature teams qui en fait n'ont pas forcément la capacité de répondre pour tout le produit dans son ensemble, qui peut être énorme. Voilà, je dis n'importe quoi, une application comme Le Bon Coin ou d'autres des services comme SNCF Connect, qui peuvent du coup se poser la question de à quel périmètre est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'on l'applique là où on a vraiment de la marge de manœuvre en tant qu'équipe? Donc parfois, c'est juste sur un parcours ou sur un pan fonctionnel de l'outil. Ou est-ce qu'on l'applique sur le produit dans son ensemble? Mais auquel cas, ça va être très compliqué d'être conforme partout. Il n'y a pas en plus de granularité sur les critères. Donc s'il y a un endroit où on pêche, on échoue sur tout le critère. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les organisations, le fait de, pourquoi pas, adapter une partie du RGESN à différentes feature teams ou autres périmètres fonctionnels selon comment on les appelle dans les organisations. Et après, il y a bien sûr des critères beaucoup plus organisationnels, notamment sur la partie stratégie, qui là vont être plus globaux, mais du coup qui vont, pourquoi pas, avoir plusieurs auditeurs RGESN dans l'organisation à des échelles plus opérationnelles de l'équipe et puis à des échelles plus globales du produit, parce qu'évidemment, il faut que toutes les équipes se mettent en conformité pour que le produit le soit. Donc c'est intéressant aussi de le voir un petit peu manipulé comme ça dans certaines entreprises. Et c'est vrai que je dis en conformité, je pense que c'est un abus de langage. Donc je le précise, il n'y a pas d'obligation légale à l'heure actuelle de suivre ce référentiel, qui n'est pas un règlement. Et donc c'est voilà, pour dire conformité, pour valider les critères. Mais effectivement, il n'y a bien sûr aucune obligation, ce qui donne aussi un peu plus de marge de manœuvre sur l'adaptation du référentiel, comme le disait Raphaël. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a possibilité de faire une déclaration. Comme tu disais, à Laurent Devernay qui liste les déclarations de différentes entreprises. Donc, il y a dans le RGSN, il y a des templates qui permettent de déclarer qu'on a une démarche d'éco-conception sur son produit et de montrer son avancement avec les critères qui sont applicables, avec un score et avec la stratégie en cours d'amélioration. Tout à fait. Et là, il y a un enjeu d'apporter des preuves. Bien sûr, il y a des choses qui sont confidentielles, mais un enjeu d'apporter des preuves par critère pour expliquer comment est-ce qu'on est conforme, pourquoi est-ce qu'on a estimé qu'on était valide sur tel ou tel critère, pour ne pas tomber dans certaines déclarations qui se rapprochent plutôt d'un greenwashing avec un score annoncé à 200% par exemple, sans aucun élément de preuve. Donc l'ARCEP là-dessus est assez clair. Il y a des éléments qui doivent figurer dans une déclaration et, et donc qui doivent venir argumenter le taux final annoncé, même s'il y a encore bien sûr des parties un peu plus subjectives dans l'interprétation de certains critères, au moins apporter un maximum de preuves à ce qu'on annonce pour justifier le pourcentage de validation. On peut maintenant faire un petit focus sur AirWeb, qui était anciennement appelé les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Est-ce que Renaud, tu peux nous rappeler un peu l'histoire de ce référentiel et où l'on est aujourd'hui? L'histoire, j'y étais pas dès le départ, donc je peux pas tout vous raconter, mais en tout cas, bon, les 115 bonnes pratiques, c'est un petit peu ce par quoi on commence tous quand on commence à faire de l'éco-conception, puisque c'est le premier référentiel qui était là, et donc c'était forcément le plus connu. Les 115 bonnes pratiques ne sont plus au nombre de 115, puisque depuis, on en est maintenant à la 5e version qui est sortie cette année. On a rajouté d'autres critères, on en a enlevé certains qui étaient obsolètes. Et la grosse nouveauté de l'année, c'est qu'on a justement relié les 115 bonnes pratiques au RGESN pour que les gens qui puissent
s'attaquer au RGESN trouve les méthodes techniques pour justement appliquer ce que le RGESN préconise, puisque les 115 bonnes pratiques, c'est pratico-pratique. Vous avez un problème, voilà comment on vous aide à le résoudre. C'est un peu sa philosophie. Le RGESN, il a des thématiques pour regrouper les catégories, les critères ensemble. Les 115 bonnes pratiques aussi marchent sur la même manière, mais avec d'autres terminologies et principalement l'analyse de cycle de vie. Et donc, chaque critère est applicable à telle phase du cycle de vie. Voilà, en gros. Et l'élément aussi important avec les 115 bonnes pratiques, c'est qu'il a été souhaité d'être opposable. C'est-à-dire que pour chaque critère, il y a une règle de validation avec des façons avec un critère précis. Je vais dire n'importe quoi parce que je ne les connais pas par cœur, mais pour tel critère, il faut maximum 15 requêtes, sinon on ne valide pas le critère. Et ça, c'est un des éléments qui était important dans les 115 bonnes pratiques, c'était de pouvoir avoir d'être opposable et facilement. Est-ce que tu veux rajouter des choses, toi, Raphaël, puisque tu travailles aussi dessus? Oui, donc en fait, c'est même quelque chose qu'on pourrait dire qui est commun aux deux référentiels dont on parle principalement aujourd'hui et même à d'autres comme on va parler ensuite de RWP. C'est qu'en fait, dans les fiches, donc, ces référentiels, ils ont des fiches par critères, donc qui peuvent être des critères d'organisation comme est-ce qu'il y a un référent éco-conception ou est-ce que vous avez mis en place des revues pour vous assurer que les choses sont mises en place, ou qui peuvent être des critères type est-ce qu'il y a un point maximum par écran ou est-ce que les vidéos sont bien pas en autoplay, ou est-ce que vous avez moins de 40 requêtes dans la page. Et donc chacune de ces fiches a un titre, une description, des exemples et des façons de prioriser. Donc le niveau de difficulté de mise en œuvre, le niveau de priorité qui est connecté aux résultats attendus en termes de réduction des impacts environnementaux. Ça permet de choisir quels critères on va mettre en œuvre en premier, ensuite avant de passer à la suite. Et il y a aussi des informations comme qui est responsable. Donc, est-ce que c'est plutôt une responsabilité au niveau architecture, au niveau PO, au niveau développeur, etc. Et quelle phase du cycle de vie du service numérique on se situe? Est-ce qu'on est en conception, en exploitation, en développement? Et ces différents critères qui sont sur les fiches des documents permettent de faire une répartition intelligente de qui fait quoi à quel moment et à quelle checklist. Et côté Airweb, il y a des règles de validation effectivement avec des seuils arbitraires et fixes, par exemple, pas plus de 40 requêtes par page, pas plus de 6 domaines, qui sont... Il y aura certainement des cas où on pourra discuter, mais ça permet d'avoir un point issu du retour d'expérience terrain qui dit ok, à partir de ce seuil-là, c'est quand même pas mal, c'est quand même, voilà, vous pouvez y arriver, dans le cas général, il y a toujours des cas particuliers. Et côté RGESN, il y a des moyens de test contrôle qui sont un peu plus abstraits, où il n'y a pas de côté binaire, oui, non, vous respectez le critère tel qu'il est rédigé, où c'est un peu plus subjectif. Donc voilà, vous avez cette forme-là qui est disponible sur les différents documents et qui permet d'aider à travailler avec. Vous avez aussi sur le modèle alors pas tout à fait le même modèle, mais il y a une checklist Excel associée au Excel ou Open Document, c'est pas... Il y a une checklist tableur associée au Airweb qui permet d'avoir un score d'avancement qui est plus simple que le document RGESN où il y a beaucoup plus d'informations, mais qui permet de checker est-ce que je mets en œuvre ou pas tel ou tel critère et qui permet de voir la progression. Ça, c'est aussi un outil intéressant. Et effectivement, sur l'histoire du référentiel, la V5 apporte pas mal de nouveautés. Donc, il y a le lien avec le RGESN, mais un truc que tu n'as pas dit, je crois, Renaud, mais qui est hyper important aussi, c'est que maintenant, il y a une version publique du référentiel qui est sous forme de page web classique, parce qu'auparavant, on n'avait pas ce contenu de façon aussi lisible, et que c'est toi qui as construit. Donc, qui est quand même une grosse nouveauté de la V5. Donc, si je fais un peu dans l'ordre antichronologique, avec la V5, on a le lien avec le RGESN et l'interface web sur airweb.greenIT.fr avec des filtres, avec tout ce qu'il faut pour consulter le référentiel en ligne. Sur la V4, depuis la V4, le référentiel est open source et disponible entièrement en ligne, initialement sur GitHub,
avec donc la V5 a une petite modification où il y a un petit peu de texte qui a bougé, quelques chiffres, mais globalement il n'y a pas de grosse modification au niveau du contenu. La V4 par contre c'est une grosse mise à jour où il y a 35 critères qui ont disparu, 35 qui ont été ajoutés, il y en a qui ont été fusionnés, donc c'est vraiment une grosse mise à jour au niveau du contenu, et effectivement la V3 avait besoin de cette mise à jour. Et à partir de la V4, le référentiel est entièrement disponible, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'à la base c'était un livre qui avait été écrit en 2011 et sorti en 2012, si je ne dis pas de bêtises, à partir d'une expérience initiale d'optimisation d'un site de la Banque cantonale de Fribourg. C'est en tout cas l'histoire que je connais, j'y étais pas à l'époque, où une équipe avait pris le service numérique en question et optimisé plein de choses au niveau technique, les images, les JavaScript, HTML, etc., plein de choses, et aussi au niveau fonctionnel. Donc, est-ce que cette fonctionnalité est essentielle? Est-ce qu'on peut la retirer? Est-ce que cet écran pourrait réduire le nombre de choses affichées dessus? Et ainsi de suite. Ils en avaient tiré, si je dis pas de bêtises, 101 pratiques, et ils étaient arrivés jusqu'à 115 pour une anecdote intéressante, et ils avaient sorti la première version du livre, les 115 bonnes pratiques des conceptions web, qui a donné avec le fil des années le R-Web dont on parle. Et l'anecdote de 115, c'est parce que la taille moyenne d'une page web entre 1995 et 2011-2012, si je ne dis pas de bêtises, a augmenté de 115, fois 115. Donc c'est pour ça que c'était 115 à la base. Moi, je peux vous parler de notre autre, un des autres référentiels que l'association Green IT propose, c'est le référentiel spécifique à WordPress. Donc lui, son objectif, c'était d'ajouter des critères aux 115 bonnes pratiques. On a évité de remettre exactement les mêmes ou autres. Il y en a certaines qui sont peut-être un peu plus précisées parce qu'adaptées au contexte. Mais l'objectif, c'était de ne pas réinventer un autre référentiel. C'est vraiment spécifique à AirWeb. Par contre, sa spécificité, c'est sa genèse un peu. C'est qu'en fait, il a été lancé post-Covid, à un moment où plein de petits acteurs ont dû créer vite fait une boutique en ligne pour que les gens puissent faire du click and collect et autres. Et donc, plein de gens créent leur site web sans forcément savoir en faire un. Et puis aussi parce que, à l'époque, je pense que ça n'a pas vraiment changé les chiffres, WordPress, c'est à peu près 60% du parc du web mondial. Donc, il faut forcément s'en occuper, s'en préoccuper. Et donc, on a initié ce travail-là. Et comme on voulait parler à des gens qui ne sont pas techniques, on a créé des personas dans ce projet-là, et dont le persona Madame et Monsieur Tout-le-Monde, et puis le dev, et puis les gens en agence, pourquoi pas des graphistes qui vont aussi fournir le site web à leurs clients. Donc on a identifié quelques personas, et donc on leur a donné à chacun la façon d'améliorer les choses. Pour les devs, c'est des lignes de code, et potentiellement, pour les personnes qui n'y connaissent rien, c'est des plugins. Donc c'est quelle bonne catégorie de plugins à ajouter à votre WordPress, quelle bonne ligne de code à ajouter à votre WordPress. Ce qui fait que, contrairement à AirWeb, où il y a des notations de performance, d'amélioration ou autre, on ne peut pas être aussi drastique, parce que suivant comment tu implémentes, tu auras plus ou moins d'optimisation à porter ou pas. Donc c'est un des éléments qui différencie AirWeb. L'autre point, c'est que on s'est dit, les images, ça se traite par différentes personnes qui ne sont pas forcément là au même moment d'un projet. Donc on a été au-delà du cycle de vie, mais on a rajouté les thématiques, un peu comme dans RGESN. Donc les images, OK, quand tu es en phase créa, tu fais attention à ça, et puis quand tu es en phase de dev, tu mets le bon format, ou tu mets d'autres critères, quoi. C'est un peu ces choses-là qui nous ont drivés. Et puis comme l'a rappelé Raphaël, nous, c'était un site pour le grand public, donc c'était un référentiel grand public, donc on a fait un site web dès le départ.
Au fur et à mesure du temps, on a, je développe en effet la moulinette qui fait qu'on peut avoir, pour tous nos référentiels maintenant, une version web qui est un petit peu plus digeste que d'aller dans GitHub lire des fichiers Markdown qui sont pas toujours, où les gens sont pas toujours à l'aise. Et donc, monsieur et madame tout le monde, typiquement, ils iraient pas dans GitHub, quoi. Donc voilà, c'est un peu la genèse de ce référentiel-là qui va sûrement reprendre cette année puisque, il y a énormément de choses qui ont changé depuis ce moment-là, avec Gutenberg, le FSE, plein de mises à jour et plein d'optimisations puisque WordPress a fait plein d'efforts pour réduire son impact entre-temps. Ils ont fait quoi, par exemple? Déjà, la possibilité d'avoir un builder, un constructeur de page interne, c'est-à-dire que tu ne rajoutes pas une surcouche, tu l'as déjà dans le produit, fait que c'est un petit peu plus léger. Il est plus léger que les autres du marché, mais on va dire que c'est parce qu'il est jeune, parce qu'il apporte pas encore grand-chose comme enfin, il a quand même plein de composants, mais il en a moins que les autres, moins configurable aussi facilement qu'un Elementor ou un Divi ou des trucs comme ça, mais qui sont devenus au fil des années des usines à gaz et qui crachent du CO2 de folie. Donc ça, Gutenberg apporte ces choses-là. Ils ont optimisé au fur et à mesure des choses. Ils ont rajouté des fonctionnalités qu'il n'y avait pas. Par exemple, ils gèrent par défaut de nouveaux formats d'images. Alors qu'avant, et quand on a écrit le référentiel, eh bien, il fallait rajouter des plugins spécifiques. Donc, il y a plein de petites choses à droite et à gauche qui ont amélioré les choses, mais le Gutenberg et le FSE, donc le full site editing, où ce n'est pas juste la gestion du contenu de ta page, mais c'est toute l'interface de ton site web que tu peux gérer en drag and drop, comme le proposent les autres constructeurs de pages, fait que WordPress est de plus en plus simple à utiliser et nécessite de moins en moins de connaissances techniques. Donc, faut expliquer aux gens de pas trop tirer sur la corde ou de leur donner des bonnes pratiques pour ne pas surcharger inutilement. Parce que la chance, enfin, le truc bien de WordPress, c'est tu as un problème, il y a un plugin pour le résoudre. Ce qui fait qu'à la fin, tu te retrouves avec un projet avec 300 plugins, sachant que un des plugins peut avoir changé une ligne de code quelque part, quoi. Mais tout ça, c'est la charge, tout ça, c'est des failles de sécurité possibles. Donc voilà, c'est tout ça qu'on explique aussi, la gestion du cache et les bonnes pratiques de Airweb, mais contextuellement adaptées à WordPress. Tu peux donner peut-être 2-3 exemples de pratiques de AWP, peut-être les plus prioritaires ou les plus représentatifs? Bon, alors la seule qu'on a vraiment copié-collé de Airweb, c'est valider que vous avez vraiment ce besoin-là. Est-ce que cette fonctionnalité est indispensable pour ce produit? Après, c'est comme je disais, toute la gestion de cache où là, on préconise soit la ligne de code à mettre dans le fichier de config, soit tel plugin et enfin, non. On n'a pas dit, en fait, on ne préconise que des familles de plugins parce que les plugins, ça évolue tellement vite que c'est difficile de suivre. Donc, on explique aux gens ce à quoi ils doivent faire attention quand ils choisissent un plugin et à la louche, comment le configurer pour que ça aille dans ce sens-là. Après, il y a des choses parce que on avait envie d'en parler sur tout ce qui est police de caractère, qui ne sont pas forcément spécifiques à WordPress, mais auxquelles les gens ne font pas forcément attention. Donc, on les a mis là. Pareil sur les images aussi, sur les formats, expliquer aux gens ce coup-là, il faut prendre du PNG, ce coup-là, il faut prendre du JPEG, il faut prendre du SVG, ce qui n'est pas toujours bien clair dans la tête de tout le monde. Et rappeler comment on met des polices de caractère dans WordPress de la bonne manière, c'est-à-dire ne pas mettre juste je vais la chercher chez Google à chaque fois que je vais sur une nouvelle page, mais je l'intègre dans le code du site et comme ça devient un asset du site qui vient dans le cache du site. Et donc, quand tu vas de page en page, tu ne retélécharges pas, tu ne vas pas faire un ping chez Google qui est en plus au niveau RGPD loin d'être bien. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Anne, tu mènes un consortium actuellement autour du VSN. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, on est un groupe d'experts et d'expertes de l'éco-conception, dont vous faites partie, qui avions envie d'améliorer le RGESN, puisqu'on est quand même que sur une V1 officielle depuis 1 an. Donc on est encore sur un référentiel assez jeune, qui a certaines marges d'interprétation, et puis encore des difficultés d'appropriation parfois, voire même quelques critères qui peuvent avoir un effet à double tranchant ou qui peuvent être remis en question. Donc on a tous eu différentes expériences avec le RGESN et eu une envie de contribuer à son amélioration. Donc on s'est rassemblés au sein d'un consortium ouvert que vous pouvez rejoindre si vous aussi vous avez déjà travaillé avec le RGESN. On est des profils techniques, des designers, des chefs de projet, des personnes expertes en IA, en hébergement, on est des profils très variés, environ 70 personnes, avec bien sûr des membres plus ou moins actifs en fonction des disponibilités de chacun et de chacune. Et l'objectif, c'est de faire que le référentiel soit le plus robuste possible, réduire au maximum sa marge d'interprétation et qu'il atteigne au maximum son objectif initial qui était d'améliorer la démarche d'éco-conception dans les entreprises. Donc de continuer ce travail d'amélioration continue qui doit rester à la fois rigoureux et motivant pour les organisations. Et donc la façon dont on fonctionne, c'est qu'on se regroupe une fois par mois, tous ensemble pour parler de nos derniers avancements, partager les informations globales. Et puis ensuite, on se divise par groupe de travail qui correspondent aux thématiques du RGESN, donc UX, UI, contenu, back-end, etc., avec l'ajout de 2 autres groupes de travail, un sur la déclaration spécifiquement et l'audit, et un sur la déclinaison par type de produit. Parce qu'une des limites aussi actuellement du RGESN, c'est pour des personnes qui travaillent sur un type de produit précis, que ce soit une application native, un site d'e-commerce, un logiciel métier, pour qui soit il y a une grande partie des critères, en tout cas une partie assez conséquente, qui ne va pas s'appliquer. Donc du coup, c'est comment est-ce qu'on peut leur alléger au maximum leur charge mentale et leur prise en main, ou alors qui vont parfois avoir du mal à comprendre les critères parce que ça ne va pas être très proche de leur langage quotidien, ou pour qui ces critères parfois peuvent ne pas être tout à fait pertinents ou être questionnables par rapport à leur contexte précis. Donc il y a tout un travail de comment est-ce qu'on fait en sorte que ce référentiel soit plus pertinent pour les différents types de produits qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur le web notamment, mais aussi au-delà du web. Et, euh, et donc, notre objectif, c'est à la fin de cette année de livrer une première synthèse de nos travaux. Ça fait 1 an maintenant, bientôt, qu'on travaille tous ensemble sur tous nos retours de projets. Toutes les fois, on s'est posé des questions sur l'interprétation d'un critère, où on a observé en audit qu'il y avait des gens qui avaient interprété comme ci ou comme ça, qu'on n'était pas forcément d'accord, ou les manques de précision. Toutes nos idées d'amélioration très concrètes sur les critères, ou d'amélioration plus globale aussi sur la façon dont le RGESN est rédigé. Par exemple, on aimerait bien qu'il y ait des niveaux de granularité dans les critères. Ça permettrait qu'ils soient plus opposables, comme disait tout à l'heure Renaud, d'avoir des critères beaucoup plus binaires et précis, qu'on puisse cocher avec moins de marge d'interprétation, mais aussi c'est plus encourageant parce qu'on a une vraie marge de progression. On peut cocher plein de choses qu'on a faites déjà, et donc avoir pour chaque critère finalement plusieurs niveaux d'éco-conception. Parce que actuellement, il y a un seul seuil qui permet d'être validé, dans le meilleur des cas, quand c'est pas de la marge d'interprétation, et donc ça fait que c'est vite décourageant. Ou peut-être avoir une tolérance s'il y a un endroit sur le site où on n'a pas fait exactement les choses correctement, qu'on n'invalide pas forcément tout le critère. Il puisse y avoir un pourcentage, par exemple, de fois où on a appliqué le critère sur le site. Enfin, différentes idées comme ça qui sont encore émergentes, qui ne dépendent pas de nous dans la mise en rédaction du RGESN, puisque toute cette synthèse qu'on va fournir à l'ARCEP très bientôt va être à sa main ensuite pour prendre ou pas les différents critères, sachant qu'eux aussi ont des contraintes. Il y a certaines choses qui peuvent mettre en place peut-être assez rapidement sur la modification peut-être d'un seuil ou d'un mot, ou la clarification d'une chose, ou peut-être la suppression d'un critère, mais d'autres choses qui peuvent être plus conséquentes, notamment par exemple cette idée de granularité,
qu'ils n'ont pas la possibilité de modifier unilatéralement, puisque le RGESN est porté également par l'ARCOM et l'ADEME. Et donc, ils ont nécessité d'organiser des collèges pour modifier ce référentiel. Et pour cela, ils ont nécessité d'avoir un appui politique. Donc, on entre voilà, dans les rouages pas forcément connus du grand public de comment ça fonctionne, la mise en place de ces référentiels. Et donc, nous, notre objectif, c'est voilà, vraiment de pousser vers plus de rigueur, une meilleure prise en main, une certaine simplicité pour avoir un RGSN plus rigoureux et en même temps plus clair. Et en même temps, voilà, on est juste un groupe d'experts volontaires, bénévoles. Et donc, on ne peut pas décider tout seul dans notre coin, mais on espère être entendu un maximum en tant que bénévole expert. Et notamment avec l'appui d'un certain nombre d'associations du secteur qui soutient cette initiative, que ce soit Green IT, la GIT, Boavista, Designer Éthique, et peut-être encore d'autres à venir. Donc, on espère aussi que ce soutien associatif vient crédibiliser aussi cette démarche. Renaud, est-ce que tu veux réagir sur le soutien associatif ? Alors déjà, nous, tous les deux, on fait partie du consortium à titre personnel parce que déjà, on aime bien faire avancer les causes, donc on est là pour faire avancer ce référentiel qui va nous permettre d'avoir quelque chose de... Souvent, les entreprises nous disent « Ouais, mais 115, ça vient d'une association, patati patata, ou les autres, pareil, référentiel, ça vient de travail associatif. Moi, je veux un truc d'État et surtout, je veux une obligation d'État. » Et on le voit bien avec le RGA. En ce moment, beaucoup d'entreprises se réveillent parce que les obligations sont arrivées. Et les amendes peuvent pleuvoir. Donc, l'idée de pouvoir, d'imposer l'éco-conception à tout le monde, ça va passer par le même process, c'est-à-dire d'abord un référentiel et puis après des contraintes. Si on peut participer, nous, à la création de ces référentiels de bonnes pratiques, des critères pour qu'ils soient en place, ça va nous aider pour nos métiers et puis parce que on a envie que ça avance, on a envie que les choses bougent. Et puis aussi parce que pourquoi on y participe? Parce que on a mis les mains dedans et on voit qu'il y a des petites choses faillibles sur lesquelles on a tous des bonnes idées et donc on y passe du temps. Donc ça, c'est le côté perso. Après, l'association Green IT, pourquoi elle y va? Pourquoi elle s'associe avec cette démarche? Parce que, encore une fois, ça fait avancer la cause dans le bon sens pour le commun. Donc, évidemment qu'on ne peut que agréer et soutenir et participer à ce travail. C'est vrai qu'actuellement, le référentiel n'est pas assez mature probablement pour être mis en obligation légale aussi, notamment à cause de ces marges d'interprétation. Ouais. Parce que qui dit obligation légale dit sanction, et il sera difficile de sanctionner des gens sur quelque chose qui est aussi subjectif parfois. Donc c'est vrai qu'avec le travail qu'on mène, l'objectif c'est aussi que le référentiel soit prêt le jour où les législateurs ont envie de le rendre obligatoire, qu'il soit vraiment suffisamment robuste pour être capable d'être un outil d'audit et de sanction. Oui, là-dessus, je suis pas convaincu que ça soit vraiment possible dans l'absolu. Puisque à quel moment on dit... Alors autant on peut dire s'il y a une personne qui a un handicap, là avec le site tel qu'il est, elle ne peut pas accéder au service. Autant dire, ok, on a optimisé au maximum telle ou telle fonctionnalité, ou alors telle fonctionnalité est vraiment utile. Est-ce que ça sera toujours forcément subjectif? Donc je pense que ce qu'on peut rendre obligatoire, c'est d'avoir une démarche, d'avoir une ambition, et d'avoir un niveau minimum sur certaines choses, mais pour moi, la démarche d'éco-conception, c'est une démarche d'optimisation qui, par définition, elle se termine jamais. On peut toujours faire mieux, on peut toujours dire, ok, on fait un chatbot SMS et pas de site, par exemple. C'est peut-être mieux de commencer par ça si on part sur cette ambition-là, mais du coup, je pense qu'il y a une difficulté inhérente à l'exercice qui est est-ce qu'on peut avoir quelque chose de opposable sur ce sujet? C'est une question et qui marche dans tous les cas. C'est une question qui pour moi n'est pas simple du tout. Et
pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des outils vraiment pratiques pour avoir une vraie ambition et mettre en place des choses concrètement. Et en fait, ce qu'on veut, c'est faire baisser les impacts. C'est pas avoir une loi qui va contraindre les gens. Ce qu'on veut, c'est que les gens se l'approprient et fassent vraiment des choses utiles, qu'ils éteignent des serveurs et qui augmentent la compatibilité. Et ça, c'est ça le but en vrai, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour préciser, quand je dis sanctions, c'est notamment sur des déclarations qui sont franchement mensongères. Le fait qu'il y ait vraiment, comme pour la déclaration d'accessibilité, le fait qu'on puisse dénoncer s'il y a quelque chose qui est abusif. Oui, Vraiment les tout à 100% fait. avec zéro justification, ça ne devrait pas être possible actuellement. Évidemment, il n'y a aucun enjeu à faire ça. Enfin, on peut tout à fait le Oui, il faire y a pas, sans. on peut déclarer un truc aujourd'hui qui n'est C'est pas du ça. tout. Tout à fait. Et après, malheureusement, comme disait Renaud, il y a beaucoup d'entreprises qui ne bougent que quand il y a une obligation légale. Donc, c'est là-dessus aussi, opposable ou pas, qu'on espère quand même qu'il y ait des contraintes qui arrivent à un moment. Moi, je pense il va falloir y passer à un moment ou un autre. Après, est-ce que le RGSN est taillé pour ça aujourd'hui? Bah, si on est au niveau du consortium, c'est justement pour l'endurcir et le rendre plus robuste. Est-ce que, in fine, ce sera lui qui servira comme étalon pour mettre ou pas des contraintes, mettre ou pas des amendes? J'en sais rien, mais aujourd'hui, quand on voit le marché et ce qui se passe, si on met pas le bâton, les choses n'avancent pas réellement, malheureusement. Donc nous sommes convaincus, nous sommes sensibles au sujet, nous sommes voire même militants, et bah, tout le monde n'est pas comme ça. Donc il y a un moment donné, si on veut que on fasse réduire la production de CO2 ou réduire la pression sur toutes les ressources abiotiques, bah, il y a bien un moment, va falloir vu que l'explication, la sensibilisation ne suffit pas, bah, contraindre aussi. Donc c'est pas de gaieté de cœur, hein, c'est pas un truc joyeux, mais je vois pas comment est-ce qu'on peut faire autrement de par bah, comment font les gens actuellement, quoi. Il y a une vraie pression, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut dire à plein de niveaux. Il y a une vraie pression sur la prise en compte des impacts environnementaux, pas que dans le numérique, pas que dans les services numériques, mais un peu partout. Et il y a des choses qui ont été efficaces à d'autres niveaux. Alors, je sors un petit peu du sujet des référentiels, mais par exemple, le fait d'avoir les communautés et les communes qui doivent avoir une stratégie numérique responsable, par exemple, ça fait bouger l'écosystème. Ou aussi la CSRD, donc la directive européenne sur le reporting extra-financier, où en fait, dire aux entreprises, bah, maintenant, il faut publiquement dire dans votre bilan combien de dégâts vous faites sur l'environnement. Ça incite tout l'écosystème à bouger vers une plus de prise en compte des impacts et du coup de s'emparer des outils et contribuer à les mettre en place et à les améliorer. Après, la CSRD, pour pousser les entreprises à y aller, c'est aussi pour leur pour qu'elles comprennent qu'elles sont elles aussi tributaires des ressources, du climat, et donc l'objectif, c'est de les faire anticiper l'avenir avec le dérèglement climatique et pas, malheureusement, comme c'est compris aujourd'hui, putain, c'est encore un rapport de plus à sortir, c'est une contrainte de plus. Sauf que c'est leur permettre de se projeter dans l'avenir et se dire: «Est-ce que je suis sensible à bah, aux inondations, par exemple, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que mon entreprise, mes employés, mon avenir, ne soit pas mis en péril par ça?» Et donc se rendre plus robuste soutenir, enfin, être soutenable, quoi. Bref, non, c'est pas le bon terme. Donc, comme évoqué, il y a différentes associations qui contribuent à des communs numériques sur le sujet. Donc, il y a Boa Vista, par exemple, qui a pas mal de projets en cours, et Renaud et moi, nous sommes membres de l'association Green IT, qui gère aussi à travers les personnes des communs numériques comme les différents référentiels dont on a parlé, AirWeb, les 115 zones pratiques et RWP, etc. Et les outils qui vont autour, par exemple, pour mettre en ligne euh, ces documents. Donc, ça réclame de l'entretien, des mises à jour, différentes choses, et aussi des outils comme EcoIndex, Green IT Analysis et toutes les différentes variantes pour différentes implémentations qu'il y a autour. Et là aussi, on a, euh, on a des personnes qui contribuent et on est très ouvert à avoir plus de monde
pour contribuer. C'est de l'open source totalement bénévole et donc libre et basé sur des contributions de personnes. Et on est très ouvert à ce qu'il y ait des personnes qui contribuent en plus et qui viennent nous aider à sourcer commun, à faire des choses intéressantes et à faire en sorte que ça vive et que ça fonctionne bien. Et également, si l'éco-conception vous intéresse, Designer Ethic a ouvert sa billetterie pour l'événement La Journée de l'éco-conception numérique qui se tiendra le 3 février 2026. Donc si ça vous intéresse, que vous avez envie de faire des ateliers, de monter en compétences, d'entendre des retours d'expérience, d'échanger entre pairs, venez le 3 février et on pourra poursuivre les discussions là-bas. Merci à vous deux d'être venus chez Zenica virtuellement pour participer à notre podcast. Merci à vous pour l'accueil. Et pour les auditeurs, merci de nous avoir écoutés et puis passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.